à toutes et à tous, bienvenue dans True Social TV, l'émission qui donne des couleurs au S de l'ESG. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Mathieu Fouquet. Mathieu, bienvenue, tu es le DRH et le secrétaire général du groupe OnePoint. Bonjour Laurent, merci de ton accueil. Avec plaisir. C'est quoi le groupe OnePoint ? Le groupe OnePoint, c'est un ovni. C'est certainement une des entreprises de demain matin. C'est un cabinet de conseil, un bijou en fait, qui a été créé par son dirigeant, qui est David Layani, qui a été créé il y a 21 ans. Parti de zéro, aujourd'hui on est un petit peu plus de 3300 et on fait de la transfo des organisations, que ce soit des grandes entreprises ou des grandes institutions publiques. Ça veut dire quoi de la transfo des organisations ? On les accompagne dans l'implémentation, enfin la réflexion sur leur stratégie, le futur de leur organisation et leur implémentation dans les outils. Bon, il y a une actu en particulier, on va parler de beaucoup de choses, de santé mentale, de santé physique, de care, de relations au travail, de jeunes, de seniors, etc. Mais est-ce qu'il y a une actu pour toi en ce moment ? En RH, tu veux dire ? Ce que tu veux. Ouais, il y a plein d'actus chez OnePoint, mais celles pour lesquelles on peut se parler en ressources humaines en ce moment. On a deux grands axes qu'on travaille beaucoup. Le premier, c'est l'accomplissement, l'épanouissement de nos salariés à travers le développement de leur expertise. L'idée étant de dire que chez OnePoint, on peut progresser dans sa carrière sans forcément avoir une ascension statutaire, prendre plus de responsabilités business, plus de management, et si on n'y arrive pas, on sort. L'idée, c'est aussi de se dire que ce qui fait notre valeur, nous, c'est l'excellence de la production de nos collègues, c'est les expertises de nos collaborateurs. Et pour ça, il faut qu'ils puissent se développer dans leur expertise et être connus de la même façon que s'ils se développaient d'un point de vue statutaire. Donc qu'ils aient les mêmes avantages, les mêmes structures de rémunération et qu'ils aient cette même reconnaissance. Tu réinventes la GPEC ? Sans doute un petit point au-delà, parce que ouais. tu auras noté qu'on ne parle pas de compétences, mais on parle d'expertise. Ouais. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, quelle différence tu fais ? C'est des débats qui enflamment les ressources humaines dans lesquels je ne voudrais pas trop rentrer, mais le point le plus important, je crois, c'est que l'expertise, il y a une logique de transmission. D'accord. On bosse beaucoup dessus et chez nous, tu es reconnu expert à différents degrés de maîtrise, mais le terme d'expert arrive au moment où tu peux transmettre. Donc, nous, première actualité qui nous tient depuis pas mal de temps et qui est en phase d'accélération ce dernier semestre et le prochain, c'est le développement des carrières à travers l'expertise. Et le deuxième axe qu'on est en train de travailler, qui est un axe passionnant, qui sont les extrémités de la vie professionnelle chez OnePoint. À savoir, il se passe quoi avant de rentrer chez OnePoint et il se passe quoi après. Alors, sans tout dévoiler, puis on est en pleine réflexion et en plein déploiement d'ailleurs. Avec l'équipe RH, on travaille beaucoup sur ce qui se passe avant de rentrer dans l'entreprise, ce qu'on appelle chez nous le pré-boarding. On part d'un constat de départ qui est de dire, entre le moment où tu signes ton contrat de travail et le moment où tu rentres dans l'organisation, il y a un no man's land dont personne ne s'occupe véritablement. De combien de temps ? Qui va de 3 jours à 3 mois généralement. Ouais. Et ce moment-là, en fait, est un temps suspendu où souvent rien ne se passe. Et l'idée étant de profiter de ce moment pour créer un lien. C'est-à-dire que le lien qui se fait avec OnePoint n'est pas qu'un lien contractuel, il déborde le lien contractuel, ante et post la vie chez OnePoint. Donc c'est passionnant, on travaille sur ça en ce moment et on a vécu un beau moment. Et du coup, vous leur faites faire quoi à ces pré-recrues entre 3 jours et 3 mois ? En fait, on leur fait déjà s'appairer, rencontrer leurs référents, organiser des rendez-vous récurrents entre eux, pour qu'ils découvrent OnePoint de l'intérieur, pour qu'ils se sentent déjà comme étant part active de OnePoint. On leur ouvre accès à des outils pour qu'ils puissent commencer à se former, à se mettre dans le bain. En fait, ils se mouillent la nuque avant de rentrer dans le grand bain et ils s'adaptent à la température. Et nous, on s'adapte aussi à eux. Donc c'est un point important et c'est très important parce qu'une des valeurs de l'entreprise, c'est l'authenticité et elle peut se résumer de la façon suivante, c'est qu'on ne recrute pas les gens pour les changer. D'accord ? En fait, on les recrute pour ce qu'ils sont et pour qu'ils nous apportent. Et pour ça, il faut qu'on facilite l'intégration. Il y aura peut-être un pré-contrat un jour ? Le contrat n'est que le contrat, mais il y a sans doute un esprit qui va au-delà. Bon alors, en préparant l'émission, on a discuté de différents sujets, dont la santé mentale et la santé physique. Ouais. Par lequel tu veux commencer ? Peut-être par aucun des deux, mais peut-être juste un peu au-dessus. Ouais. Pourquoi est-ce qu'en fait c'est un sujet qui nous tient à cœur. Le sujet est que on constate, et je pense avec bonheur que les générations qui se côtoient dans l'entreprise
ont tout un point commun qui est d'être traités de façon très individuelle. On constate que les 2 dernières générations qu'on côtoie en ce moment, que sont en plein la génération Y et en début la génération Z, ont une approche et une attention toute particulière autour du vivant au global. Et dans le vivant, il y a énormément de choses. Il y a les différentes mixités, il y a la restauration de l'environnement, la préservation et la restauration de l'environnement, et puis il y a son propre environnement personnel. Il y a comment est-ce que je prends soin de moi. Une fois qu'on a posé ça, on a aussi échangé avec pas mal de nos collègues, pas mal de l'écosystème de OnePoint, et on a constaté, c'est pas une grande avancée, tout le monde le constate, que peut-être l'accès aux soins, quel qu'il soit, est un petit peu plus difficile depuis quelques années. Peut-être que les besoins ont changé, mais on constate qu'il y a toujours un numerus clausus assez fort pour les médecins. On constate que c'est de plus en plus difficile d'avoir un médecin de famille, entre guillemets, médecin de famille qui te suit. On doit passer par des applis pour prendre rendez-vous. Ce n'est pas forcément la personne qui convient. Et ça dépense une énergie, ça donne une charge mentale qui est assez forte. Et on a pensé qu'il serait intéressant, en commençant par la santé physique, de faciliter l'accès à ce fameux médecin de famille à nos salariés et à leurs ayants droit. Dit autrement, leur famille proche. Donc on a identifié un médecin, un super médecin. Donc le médecin de famille devient un médecin d'entreprise ? Non, je pense que devient un médecin de famille qui est visible dans l'entreprise, mais ce n'est pas le médecin de l'entreprise et ce n'est pas du tout la même chose que la médecine du travail. Et on ne tient pas à s'y substituer. Par contre, c'est offrir un lien particulier à nos collègues. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a trouvé un médecin qui est absolument génial, un super médecin généraliste, qui nous avait accompagnés pendant la période de Covid, notamment dans les réflexions de est-ce qu'il faut vacciner sur site ou pas, comment on fait de la sensibilisation, comment est-ce qu'on prend des rendez-vous dans les centres de vaccination. Et il y a eu un très bon feeling, un très bon matching avec les salariés. Et on lui a proposé, on lui a dit, mais tu ne peux pas faire plus. Et faire plus, ce serait, tiens, si on t'ouvrait un cabinet médical dans l'entreprise. Alors, on a fait plein d'études pour voir ce qui était faisable ou pas faisable. Et on a trouvé un équilibre, quelque chose qui nous semble hyper intéressant, qui doit encore continuer à s'améliorer d'ailleurs. Et c'est qu'on a dédié un espace qui est son cabinet médical. Cet espace, il est chaque demi-journée, chaque après-midi, il est dédié aux salariés de OnePoint, donc il vient chaque après-midi. Il a à peu près entre 8 et 10 créneaux dans cette demi-journée. Et nos salariés peuvent prendre rendez-vous via une application qui est l'application Maya. Donc ce n'est pas une application OnePoint, ça ne circule pas sur les serveurs, les données d'information. C'est un équivalent de Doctolib. C'est un autre, c'est un des concurrents de Doctolib. Et donc je ne savais pas qu'il y a des concurrents Doctolib, excellente nouvelle. Excellente nouvelle, j'en sais rien, mais en tout cas, pour ceux qui veulent avoir le choix. Voilà. Et donc sur Maya, ils peuvent consulter, ils voient quels créneaux sont libres et ils peuvent y aller. C'est pas mal parce que on voit que l'engouement est en train de prendre, il y a un lien de confiance qui se crée, c'est complètement hermétique par rapport à l'entreprise, c'est qu'on ne sait pas qui y va, on ne sait pas ce qui se dit et on ne veut pas le savoir. Par contre, on apporte un service complémentaire aux salariés. Et ça suffit, un médecin pour 3300 salariés ? Pour l'instant, c'est bien. Enfin, on sera victime de notre succès, je le souhaite. Mais tu pourrais imaginer d'avoir 50 médecins qui, si la demande était tellement importante. Alors 50 médecins, ça voudrait peut-être dire qu'on a un problème sur les ratios, parce que 50 médecins pour 3000 personnes. Ou que vous devenez 10 000 ? Ah non, ou 100 000. Mais en tout état de cause, pour l'instant, on fait ce test-là et on voit comment ça fonctionne. Son cabinet médical, grâce à l'application sur laquelle les salariés peuvent prendre rendez-vous, il fait aussi des téléconsultations. Donc c'est ouvert à l'ensemble de nos salariés qui peuvent se connecter, ils peuvent le faire en téléconsultation. Et les premiers retours, on a mis ça en place depuis le mois d'octobre. Tu as l'impression que ça remplace le médecin de famille ou que ça vient en complément du médecin habituel de tes salariés ? C'est trop tôt pour le dire. Pour l'instant, j'ai plutôt l'impression que ça le remplace ou que ça comble un vide où il n'y avait pas de médecin de famille. C'est un retour au paternalisme où l'employeur se chargeait de tout, y compris de... Non, parce que... Non, je crois même que c'est l'inverse, en fait. Même si je comprends qu'on puisse faire cette analogie-là, mais à mon avis, elle n'est pas juste. De mes souvenirs, les patrons paternalistes du nord de la France et de l'après-guerre, il y avait un médecin, un logement, une église, une famille, et tout le monde rayonnait suivant la même chose. Nous, on va vers l'atomisation de ça. Le centre n'est pas la décision d'une entreprise, le centre est la décision de chaque individu. On leur met la possibilité d'avoir accès à un service de soins de qualité, libre à eux de ne pas le choisir, on les aime pareil.
C'est pas le sujet. C'est juste on met cette possibilité à leur disposition. Et peut-être demain, on le fera toujours dans la santé physique avec l'accès, pourquoi pas, avec un laboratoire d'analyse médicale pour pouvoir avoir ce suivi-là si les salariés le souhaitent. Donc tu as ce premier point qui est sur la santé physique. Qui s'arrêtera certainement pas là, mais voilà, on apprend en marchant, on met ça en place. En tout cas, tu penses que ça fait partie du rôle de l'employeur de se soucier aussi, dans le respect des confidentialités, etc., de la santé physique de ses collaborateurs? Ah oui, je pense que c'est même indispensable. Je pense que c'est indispensable. Je pense que ce qui fait le sel d'une entreprise, ce qui fait sa force, c'est le lien qu'il y a entre les salariés et le lien qu'il y a vis-à-vis de l'entreprise. Ce lien, il est basé sur un socle de confiance et d'affection. La confiance, c'est pas comme l'œuf ou la poule. On se dit pas il faut que le salarié ait confiance pour que l'entreprise ait confiance. C'est à l'entreprise de donner confiance et de donner tous les moyens possibles pour que cette confiance, elle s'établisse. Et oui, ça semble être le rôle de l'entreprise. Avant de parler de santé mentale et de la santé au féminin, il y a des sujets, je crois, en tout cas de réflexion ou qui sont même d'action, en fait, qui sont très importants. C'est certainement un sujet très négligé dans les entreprises. Et c'est un sujet primordial. Il s'inscrit dans la santé physique, mais peut-être on y arrive, nous, par un autre biais que la santé physique. En fait, on y arrive par un équilibre homme-femme dans l'entreprise et par le fait de constater qu'on doit continuer à progresser pour avoir une mixité qui soit représentative et indispensable dans l'entreprise. Et pour ça, on a des données standards qui ne sont pas différentes des autres, c'est-à-dire qu'on évolue dans des secteurs avec des taux de féminisation à 30% à peu près. On sait tous que 30%, c'est certainement pas suffisant et qu'il faut tangenter vers un équilibre. On a des contraintes légales qui arrivent avec les lois X1 qui sont justes et normales. Donc comment est-ce qu'on y va? On y va certainement par du recrutement, de la sensibilisation dans les écoles, de la promo interne, du mentoring, du coaching, tout ce qu'on veut. Mais on y va aussi par la prise en compte de problématiques qui sont spécifiques au genre. D'accord ? Par exemple, le problème des règles, si c'est tenté qu'on puisse qualifier ça de problème. Mais en tout cas, c'est un handicap à certains moments du mois. Les pathologies qui en découlent ou qui peuvent y être liées, type l'endométriose, où on met en place un programme de sensibilisation et des partenariats avec des associations pour sensibiliser l'ensemble des salariés. C'est généralement d'ailleurs plus les hommes que les femmes qu'il faut sensibiliser pour découvrir quel est l'impact de cette maladie et comment ça peut être handicapant dans le quotidien et comment ça peut freiner des développements de carrière. Tu as la même chose sur des maladies typiques, type le cancer du sein aussi, où on a des salariés qui sont touchés chez OnePoint et on se rapproche d'instituts qui traitent l'accompagnement, d'ailleurs souvent un peu à une forme un peu des intermédiaires comme OnePoint, des patientes atteintes de cancer du sein. Je pense notamment à l'Institut Raphaël, qui est une magnifique association et qui nous permet de mieux comprendre aussi et de mieux intégrer dans l'entreprise. Santé mentale. Santé mentale. C'est pourquoi... ça y est, on en parle. Enfin, on en parle depuis quelques années. Ça n'existait pas avant. On parlait de quoi ? De troubles psychosociaux. Maintenant, c'est santé mentale. Je pense qu'avant, on a parlé Il y a une explosion de ce sujet-là. C'est quoi ton regard là-dessus ? Je ne sais pas si tu prends un peu de recul. D'ailleurs, je pense qu'il est très bon ton terme de troubles psychosociaux parce qu'avant, je crois qu'on parlait de TMS, de troubles musculo-squelettiques, qui parlent aussi de ce qui est le rapport au travail, en fait. Tu sais, dans les canaux carpiens, tu avais toutes ces choses-là. Puis après, on a parlé de troubles psychosociaux. On parle sans doute d'autres choses. On entend beaucoup parler aujourd'hui de burn-out, bore-out, peut-être même à tort et à travers un tout petit peu, parce que ça a des conséquences, sont des vraies maladies. Elles ne sont pas toujours d'ailleurs toutes d'origine professionnelle, mais en tout cas, l'impact, il est sur l'environnement professionnel. Donc, nous, dans notre réflexion sur la santé de l'individu, on la voit sous 3 axes qu'on pourra déployer. On en a vu un qui est par lequel on commence, dans lequel on est en ce moment, c'est l'installation de services de santé physique, tant préventifs que curatifs pour nos salariés, s'ils le souhaitent. Et on va ouvrir une réflexion un peu collective chez nous sur l'étape d'après, sur la santé mentale. La santé mentale, c'est surtout ne pas faire d'ingérence. On n'est pas plus médecin du travail qu'on est psychologue, on n'est pas tout ça. Mais c'est peut-être de faciliter l'accès à certains spécialistes dans des moments où on sent qu'on ne va pas bien, sans que ça regarde l'entreprise. On a abordé dans les entreprises, et on l'a vu beaucoup, je crois, quand je discute avec certains collègues RH, notamment dans la période de pandémie, de recours à une certaine forme de santé mentale qui était la mise en place de cellules psychologiques
dans le Covid, parce que confinement, parce qu'éloignement, Ce que vous avez rupture fait. du lien. Ce qu'on a fait, Ouais. ce qui est utile, mais si tu veux, qui est certainement pas suffisant. Là, c'est du pur curatif, c'est de l'urgence, c'est le 911 de je vais pas bien parce que je suis isolé. Donc c'est très utile, mais il faut sans doute aller plus loin. Et ça, on va le co-construire avec nos salariés, mais s'il y a clairement un axe santé physique, santé mentale, sur lequel on doit pouvoir avoir une offre beaucoup plus complète. Sur la santé mentale, tu me disais en préparant ça s'accélère pour un certain nombre de raisons quand même. Il y a quand même un constat il y a des faits ou des effets ou des technos qui, d'après toi, accélèrent ces sujets de santé mentale. Oui, on marche sur des œufs parce qu'il faut à un moment donné se donner quelques chiffres, mais peut-être qu'on constate quand même dans l'ensemble des organisations, je ne vais pas parler de OnePoint spécifiquement pour le cas, parce que ce n'est pas tout à fait juste, mais on constate quand même une augmentation du niveau moyen de l'absentéisme. On n'est pas, nous, sur une augmentation forte sur OnePoint, mais on a pu voir qu'on a pu prendre un demi-point d'absentéisme un peu plus qu'avant, sans doute lié aussi à la croissance. Et puis tu peux voir aussi des maladies un peu plus longues, qui ne sont pas forcément des maladies physiques, qui sont des maladies beaucoup plus psychiques ou voilà. Faut faire attention à l'intelligence artificielle sur le. Ça peut être un axe qui peut avoir un impact puisque ça va bouleverser le rapport au travail. Mais l'intelligence artificielle, on la présente beaucoup comme étant le grand danger, la fin de l'humanité. Ce que personnellement je ne crois pas. Je pense que c'est une accélération technologique incroyable. J'imagine que c'est une expertise énorme que vous êtes en train de gigantesque. développer. On a une offre des expertises fantastiques autour de l'intelligence artificielle, avec des équipes vraiment, vraiment puissantes, et qui ont en tête le fait qu'il faut renforcer le lien. Tu vois, et que l'intelligence artificielle, par certains aspects, accélère énormément le travail, supprime certaines tâches, pourra supprimer certains emplois, certes, mais surtout supprimer des tâches, et donc augmenter l'intensité du travail. Et quand tu augmentes l'intensité du travail, il faut aussi pouvoir avoir cette prise de recul. Tu as certainement besoin, à certains moments, d'avoir une triangulation, d'avoir un tiers de confiance qui t'aide à accepter cette accélération. Le télétravail, il y a un impact là-dessus ? Sûrement, il y a un impact, je ne sais pas si on sait trop le mesurer, mais on voit que le télétravail, ça a été pour beaucoup une rupture du lien social. Dans beaucoup d'entreprises, ça s'est accompagné d'une réduction des mètres carrés, de déménagement, et donc d'un éloignement, et donc d'un isolement assez fort. Tout le monde a trouvé ça absolument fantastique, et puis on voit qu'il y a une petite vague de fond qui arrive, qui est en train de dire « mais le télétravail, on va arrêter, c'est pas si fantastique que ça, il faut sans doute revenir ». Nous, on a fait l'inverse, a priori. C'est-à-dire que nous, pendant le télétravail, on n'a pas réduit les mètres carrés, on les a augmentés. Parce que notre principe de lieu de travail, qui va avec le bien-être des collaborateurs, qui sera le troisième axe dont je parlerai après, mais qui inclut santé mentale et santé physique, c'est d'avoir des lieux de socialisation. Et nous, on aborde le lieu de travail, l'espace de travail, non pas comme un simple lieu de production, mais comme un lieu de production et un lieu de socialisation, un lieu d'échange. Donc tu vois que dans toutes les préoccupations qu'on a aujourd'hui autour du salarié et autour de OnePoint, il y a cette logique de lien. Et pour reboucler sur ce que tu me disais sur l'IA, elle vient questionner ce lien, mais elle ne vient sans doute pas le sectionner. Elle le questionne. À nous de pouvoir le renforcer, de pouvoir outiller ce lien. Dernier point de ce triangle autour de la santé, il y a le CARE. Oui, je ne sais pas encore si on le nommera comme ça. Ouais. Oui, c'est une bonne idée. Ça fait beaucoup de choses qu'on ne sait pas. La prévention. Ouais, non. La je ne pense pas que ce soit aussi, ouais, ça peut être pas mal d'autres choses. C'est peut-être pas forcément que du médical, mais en tout cas, c'est prendre soin de soi, de son écosystème personnel. Donc pour nous, il va y avoir certainement 3 axes. Un axe santé physique, un axe santé mentale et un axe soins. Et dans le soin, ça peut être, pourquoi pas, un peu d'accès à ce qu'on pourrait appeler des médecines douces. Donc pourquoi pas accès à de l'acupuncture, pourquoi pas accès à de la réflexologie, tu vois, ostéo, tout ce qu'on veut. Mais aussi avoir accès à des nutritionnistes, avoir accès à des coachs de vie. C'est sans doute important de pouvoir créer cet équilibre-là. On part du principe que personne n'a le même besoin que son voisin. Et personne autre que soi-même ne peut définir ce qu'est son propre besoin. Et nous, on ne va surtout pas se substituer à ça, on va élargir la palette de moyens. Alors maintenant, on a une petite rubrique qui s'appelle « Et les jeunes ». Et les jeunes. Voilà.
C'est peut-être nous encore. Et je vais laisser mon siège à Thibaut, qui est le fondateur de Totis. Mathieu, dans cette rubrique, on va s'intéresser aux attentes des jeunes. Justement, première question, on voit depuis la crise sanitaire de nouvelles attentes, de nouvelles envies pour les jeunes quand ils recherchent leur emploi. Vous, qu'est-ce que vous remarquez? Quelle est votre analyse et qu'est-ce que vous proposez chez WinePoint pour permettre aux jeunes d'être satisfaits? Vaste question, et là encore, je ne sais pas si on peut faire de généralité, mais si j'essaie d'interpréter ta question, derrière, il va se cacher des mots comme télétravail. Exactement. Et je ne sais pas si c'est l'unique réponse. Le télétravail, certes, il y a eu un moment télétravail, il y a un avant et un après pandémie, notamment autour du télétravail, et de comment est-ce qu'on peut performer dans l'entreprise, même sans être présent physiquement. Et ça fonctionne toujours. Maintenant, comme on le disait au préalable avec Laurent, sur le télétravail, il y a un changement qui est en train de s'opérer. Concernant la population des jeunes sur laquelle tu m'interroges, même au-delà, je pense que ça a un même impact, parce que je pense cette population faire du reverse mentoring avec les autres générations dans l'entreprise. Je crois que c'est moins la notion de télétravail que la notion paradoxale de liberté de choix et de repère ou de rôle modèle. Et donc, je crois que l'enjeu d'une organisation, ça va être de trouver le juste équilibre par rapport à ça. C'est presque un nouveau paradigme. Liberté. Et nous, on y travaille beaucoup avec une équipe très intéressante chez WinePoint d'expérience collaborateur, où on leur a demandé, où les ressources humaines sont clientes internes de cette communauté, en disant c'est quoi être employer of choice demain pour l'ensemble de nos futurs salariés et pour les jeunes. Et il en ressort un mot qui est choisi. Et en fait, on est en train de décliner une philosophie qui part de ce mot-là. Donc ça va être choisis ton lieu de travail, choisis ton temps de travail, choisis ton matériel, choisis ta mission, choisis ta carrière. Ça ne veut pas dire qu'on les laisse dans le bain en disant maintenant débrouille-toi et sois toi. C'est juste que ce champ des possibles est ouvert. Et on les accompagne, mais on ne donne pas l'impulsion. C'est l'impulsion qu'ils vont avoir eux, et nous on les accompagne en disant peut-être là ça brûle, peut-être qu'avec ce type de parcours tu pourrais aller là, mais en tout cas on va partir du postulat que rien n'est interdit. Et ça aboutit certainement, et on n'est pas prêt non plus là-dessus, mais c'est un truc en chantier assez important, ça aboutit certainement à un nouveau contrat social duquel ces générations-là sont certainement en attente. Et quand un salarié, par exemple, vous demande du full remote, toi, qu'est-ce que tu... On évite. On évite. Le lien est quelque chose d'important. Et le lien, il ne se fait pas qu'à travers des énergies à distance. Il faut être en contact physique, il faut pouvoir partager. Et il faut aussi être capable d'assumer certaines contraintes pour le collectif. Et le collectif, il a besoin de se réunir, il a besoin de partager. Et nous, notre principal point d'attention, c'est nos clients. Donc, si nos clients ont besoin d'une logique présentielle, il faut être en présence. Ça ne signifie pas que parce que on a des clients qui ont besoin que nos équipes soient en présentiel à certains moments, que nous, on va imposer à tout le monde de l'être tout le temps. Donc, il y a une flexibilité qui est assez forte. Voilà. Nous, on regarde chez les jeunes générations, encore une fois, une volonté parfois à 2, 3, 4 ans dans l'entreprise de changer un peu d'orientation de carrière. Là aussi, est-ce que tu le ressens et quelle est ton analyse là-dessus? C'est presque la nouvelle c'est presque une nouvelle année de césure. Souvent, on voit dans des études supérieures que tu as des étudiants qui font une année de césure pour aller faire une année à l'international, bosser pendant un an, faire autre chose. Et je crois que tous les REX des années de césure dans les études, elles sont positives. Dire, en fait, les gens reviennent plus matures, plus déterminés, changent de voie, et ça, c'est OK. D'accord ? Pourquoi est-ce que ce ne serait pas possible dans le monde professionnel ? On ne va pas se dire non, ça n'existe pas, ça existe. On a des gens qui rentrent sur le marché du travail, qui ont certainement des accélérateurs de maturité ou qui ne supportent pas forcément ce type de modèle-là ou qui ont besoin d'explorer autre chose. Étant donné qu'on est dans une société très horizontale, on est habitué à aller ouvrir plusieurs portes et à tenter des expériences de vie différentes. Je crois que l'entreprise, elle doit les accepter. T'as beaucoup d'entreprises de la fin du siècle dernier qui mettaient comme point d'orgue à ce que si tu quittes l'entreprise, tu n'y reviens jamais. Tu sais, c'était une trahison de l'abandon. Tu te sortais de la confrérie et donc si tu t'en vas, très bien, mais tu ne remettras jamais les pieds. Nous, on est presque sur un mode un peu inverse. C'est-à-dire qu'on peut partir et revenir et c'est OK.
Tu vois, c'est même l'analogie dans un couple. Tu restes pas marié parce que tu es enchaîné à la cave. Tu vois, tu restes marié parce que tu décides de rester marié. Et ben, en fait, l'histoire d'une entreprise, c'est ça aussi. Et je pense que c'est encore plus fort sur les jeunes générations. Et quand un jeune, par exemple, change d'expérience tous les 2-3 ans, toi, à titre personnel, est-ce que c'est quelque chose que tu peux à un moment donné pénaliser ou justement, parce que parfois on dit que si on change trop souvent d'expérience, ça peut être pénalisant? Je ne sais pas te répondre parce que c'est que des cas individuels. Bien En tout sûr. cas, on se Oui, dit bien pas, sûr. on se dit pas s'ils ont pas, on se dit pas changer tous les 2-3 ans, c'est une instabilité. Tu vois. Après, Ouais. ça dépend certainement des types de métiers, des types Évidemment. d'expertise sur lesquels on est. Tu peux voir des jeunes diplômés qui rentrent sur le marché du travail, qui vont changer assez rapidement d'employeur pour des questions d'expérience ou de localisation de leur travail. Si on ne sait pas leur offrir, il faut l'accepter. Peut-être un dernier message pour les jeunes qui regarderont cette vidéo. Pourquoi rejoindre WinePoint? Est-ce que tu as un message à leur Je sais adresser? pas, après tout ce que je viens de dire, si la question elle se pose, il faut qu'on refasse le point. Parce que c'est un projet incroyable, parce que comme je crois que je le disais au début à Laurent, je pense que OnePoint, c'est une légère anticipation d'un des possibles du rapport au travail de demain matin. Et que c'est une aventure incroyable et que je crois qu'on a 3300 et quelques salariés qui sont pour la très très grande majorité heureux. Merci Mathieu. Merci beaucoup. Eh ben, merci beaucoup Mathieu d'avoir été avec Merci. nous aujourd'hui. Et puis merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et à bientôt sur True Social TV.